Le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de ce journal. La culture en test. Un spectacle de Namur en mai a rassemblé 500 personnes, sans distance. Mais à côté de cela, le festival se déroule bien avec un public plus limité. Nous l'évoquerons avec Benjamin Carlier en direct. La vaccination en Wallonie, phase 2. Les personnes de moins de 65 ans pourront être appelées. Explication avec Tidiem Kouache dans un instant. Un seul communiant dans cette église. La plupart des familles ont renoncé à la communion de leur enfant cette année, en raison bien sûr des normes sanitaires. Organiser des camps scouts dès 2022 sera peut-être un vrai casse-tête. Les vacances d'été seront rabotées, tout le rythme scolaire va d'ailleurs changer. Et nous en parlerons avec le psychopédagogue Bruno Humbeck. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons ouvrir ce journal avec une bonne nouvelle, côté chiffres, puisque les nouvelles contaminations repassent sous la barre assez symbolique des 3000 cas par jour. Et puis, par rapport à la vaccination, c'est très encourageant aussi. La Wallonie va pouvoir passer en phase 2. Alors, Tidiem Kouache, vous êtes au centre de Bouge. Les personnes de moins de 65 ans vont donc commencer à être convoquées dans les prochains jours. Oui, Ophélie, le tempo de la vaccination va continuer de s'accélérer. Ce n'est pas juste une impression qu'autour de nous, il y a de plus en plus de personnes qui se sont faites vacciner dernièrement. Ici en Wallonie, près de 83% des plus de 65 ans ont déjà au moins reçu une première dose. Et dès lundi, on bascule en phase 2, c'est-à-dire la vaccination du grand public partout en Wallonie. Alors j'ai à mes côtés Christy Moréal, la ministre wallonne de la Santé. Madame Moréal, cette accélération, elle est possible parce que les livraisons de doses sont au rendez-vous. Oui, on a beaucoup plus de livraisons qu'au début de la campagne de vaccination. On avait 26 000 vaccins par semaine, on est à 200 000 et au mois de juin, on va passer à 400 000 vaccins par semaine. Donc il y a une accélération énorme. On a à peu près 42% de la population en Wallonie qui a déjà reçu sa première dose. Concrètement, ça va se traduire comment, ce maintien du tempo de vaccination dans les centres? Alors ça demande une logistique incroyable. Il y a pour le moment plus de 1000 personnes qui sont mobilisées dans les 52 centres de vaccination, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, du personnel administratif qui va venir en plus renforcer ces centres de vaccination, des personnes retraitées, des volontaires, des contrats aussi, et qui vont élargir les plages de vaccination, donc 12 à 15 heures par jour, 6 jours sur 7, et si c'est nécessaire, le dimanche également. Ça permettra aussi d'avoir peut-être un été plus serein et le calendrier de cette campagne de vaccination est plus optimiste que prévu. Oui, c'est vrai que le début a été difficile parce qu'on avait très peu de doses qui nous venaient de l'Union européenne. Maintenant, on a une accélération qui va nous permettre non seulement d'assumer, mais en plus d'aller plus vite, puisqu'on espère qu'on pourra envoyer, si on a toutes les livraisons, les vaccins ou les invitations pour se faire vacciner d'ici début juin, ce qui devrait permettre à toutes les personnes qui le souhaitent, et j'espère qu'elles seront nombreuses, de se faire vacciner d'ici début juillet. Merci beaucoup Madame Moréal. Alors ici au centre de vaccination de Bouge, on attend en ce jeudi de l'Ascension 600 personnes qui vont se faire vacciner. Merci à vous, Tidiem. Et puis, la culture reprend vie et ça, c'est aussi une autre bonne nouvelle. Deuxième test grandeur nature hier soir. 500 personnes ont assisté à un spectacle en plein air dans le cadre du festival Namur en mai avec, bien sûr, un protocole particulier à respecter. Voyons cela avec Anne Mouters, Arnaud Hyperciel et Arnaud Pilet. Passage par la case testing, condition obligatoire pour les 500 volontaires de l'unique spectacle test en plein air en Fédération Wallonie-Bruxelles. On crache ici dans la petite partie sur le plateau, on met le tube dans le portoir et le tube peut être parti pour être analysé. Test salivaire pour tout le monde, la file est longue, les organisateurs ont étalé l'arrivée des volontaires. C'est pour le spectacle, pour le plaisir de retrouver une activité sociale, de voir des gens, d'aller à l'extérieur et surtout parce que j'ai fortement envie que le secteur culturel puisse retrouver ses droits. À quelques kilomètres, des voitures se succèdent sur un autre lieu de testing au sommet de la citadelle. 500 autres volontaires, le groupe contrôle. Au même moment, les premiers spectacles commencent déjà. Les deux groupes sont invités à revenir d'ici 7 jours pour réaliser à nouveau un deuxième test salivaire. Et c'est l'analyse de l'entièreté de ces données par notre équipe chez D-Analytics qui va permettre d'évaluer ce risque de contamination lié à la participation au spectacle. Un test à l'aveugle, personne ne sait qui est porteur ou non du coronavirus. Le but, c'est de tester en conditions réelles, mais aussi de profiter.
Ça fait 1 an qu'on travaille, qu'on fait tout pour permettre au public de retrouver la culture. On voit des sourires, on voit des étoiles, on voit beaucoup de gens. Ça donne beaucoup de sens à notre travail et beaucoup d'émotions pour nous aussi. Ce spectacle, une première pour certains spectateurs et artistes depuis 1 an. Génial, franchement ça faisait du bien, oui, très chouette, des beaux artistes. J'espère que ça va montrer qu'on peut participer à ces genres d'événements en toute sécurité, bien encadré. Il y a quand même beaucoup d'émotions, on est chargés, et le public et nous, de tout ce qu'on vient de vivre mondialement. On sent que l'ambiance est... On est tous solidaires, ça se sent. Un test qui doit servir de point de départ au vrai retour de la culture. Et à côté de ce test, d'autres spectacles sont bel et bien proposés dans le cadre de Namur en mai. Nous allons parler avec vous, Benjamin Carlier. Il a toutefois fallu adapter l'organisation par rapport aux années précédentes. Oui, tout à fait, parce que d'habitude, Namur en mai, en 3 jours, c'est 350 spectacles, 200 000 personnes qui déambulent principalement dans les rues de Namur pour voir des spectacles gratuits ou payants qui peuvent s'arrêter au gré de leurs envies. Eh bien, tout ça, c'était pas possible cette année. Il y aura donc 40 spectacles avec 50 personnes maximum, comme vous le voyez juste derrière moi. Il a fallu trouver des endroits qui étaient clos, où il a fallu bâcher pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de monde qui s'arrête pour venir admirer les spectacles qui sont en cours. Et tous les spectacles, qu'ils soient gratuits ou payants, se sont faits uniquement sur réservation. Ça a eu beaucoup de succès. En moins d'1 heure, toutes les places ont été prises pour venir assister à tous ces spectacles. Donc rien ne sert de venir ici à Namur si vous n'avez pas une réservation en bonne et due forme. Mais pour les organisateurs, c'était important de pouvoir redémarrer, de pouvoir recommencer. Même si pour eux, ils nous l'ont dit, c'est tout autant de travail d'organiser ce Namur en mai que les éditions précédentes. Merci Benjamin Carlier. Puis à cette période de l'année, c'est aussi l'heure des communions. Mais avec la crise sanitaire, de nombreuses familles y ont renoncé. Impossible en effet de réunir du monde pour célébrer cela. Il y a toutefois des exceptions. Vincent Hufti, Raphaël Elbardier et Alison Delpierre ont assisté à une cérémonie à Leuze-en-Hainaut avec un seul communion. C'est le grand jour pour Bastien. À 9 ans, il s'apprête à vivre une étape importante pour lui et ses proches. Un petit peu stressée parce que c'est ma première communion et j'ai pas vraiment l'habitude. C'est une étape dans le cheminement de Bastien et le fait qu'il grandisse et qu'il arrive dans la situation adulte. Il faut dire que la cérémonie était spéciale. Après plusieurs annulations, Bastien est le seul enfant à faire sa petite communion aujourd'hui. Un jour pourtant où traditionnellement il y en a beaucoup, un moment particulier donc pour ce prêtre aussi. Ça change très fort. D'habitude on a des célébrations avec 40, 50, 60, 70 enfants. Donc ça veut dire aussi, si on imagine 10 personnes par enfant dans la famille, on a des célébrations avec des centaines de personnes, parfois 1000 personnes, une église bondée. Ça fait une toute autre ambiance, bien sûr. Il faut dire qu'ici, on ne peut toujours accueillir que 15 personnes. Alors, plus d'un tiers des petites communions ont été reportées dans cette église. Et être le seul finalement, même si c'était plus stressant pour Bastien, cela ne semble pas lui avoir déplu. Tu aurais préféré qu'il y ait d'autres enfants avec toi ? Non, parce que sinon ça aurait duré un petit peu plus longtemps. C'était quoi ta partie préférée ? Manger l'hostie. C'était bon ? Ah oui. C'était en toute intimité, juste avec son parrain, sa marraine. Ce sera d'autant plus marquant pour lui. Donc voilà, on est ravis qu'il ait passé ce cap et voilà. Un moment que Bastien n'est donc pas prêt d'oublier, même s'il ne semble avoir qu'une hâte, rentrer profiter de sa petite fête à la maison. Et parlons encore des enfants soumis à un nouveau rythme scolaire dès la rentrée 2022. Les congés de Toussaint et de Carnaval seront allongés, les vacances d'été du coup raccourcies. Et sur ce point justement, les mouvements de jeunesse sont inquiets car cela va compliquer l'organisation des camps. Explication avec Stéphanie Merken, Dominique Van de Capelle et Benjamin Carlier. Ils pullulent tout l'été aux 4 coins de la Wallonie. Les camps scouts, louveteaux ou encore pas trop concernent plus d'une centaine de milliers de jeunes. Et aujourd'hui, c'est déjà parfois compliqué de trouver un lieu pour l'organiser. Alors quand les vacances d'été comprendront 2 semaines de moins, cela risque de poser encore plus de problèmes.
même chose, même effet. Si ce resserrement des périodes de camp a lieu, la demande va être encore plus forte sur ces bâtiments et donc on va clairement avoir besoin d'un investissement dans des nouveaux bâtiments, dans l'aménagement de bâtiments pour les mettre aux normes et pour qu'ils puissent accueillir des camps et donc de nouveau ça va avoir un coût. Scouts, Patro ou guides ne sont pas contre l'adaptation du calendrier scolaire, mais ils auraient préféré que l'on ne sacrifie pas la première semaine de juillet où se tiennent déjà plus de 400 camps, car le mois d'août est beaucoup moins pratique pour les chefs, souvent encore aux études. En permettant de raboter juste fin août, ça leur permettrait quand même de pouvoir à la fois être bénévole, engagé au sein du mouvement et à la fois de pouvoir répondre par exemple à une deuxième cesse ou à d'autres engagements plus scolaires au niveau de l'enseignement supérieur. Difficile de reporter le long camp de l'année à Toussaint ou à Carnaval vu les conditions climatiques belges. Et à Pâques, l'organisation n'est pas plus évidente. Actuellement, on ne parle pas d'un alignement du calendrier de l'enseignement supérieur avec celui de l'enseignement obligatoire. Or, la grosse majorité de nos animateurs sont des étudiants du supérieur. Et donc, si le congé, par exemple, de Pâques des animateurs, des étudiants du supérieur, n'est pas aligné avec celui de l'obligatoire, en fait, les animateurs et les scouts n'auront pas leurs vacances au même moment et donc les camps ne pourront de toute façon pas avoir lieu à ce moment-là. En tout, ils estiment que cette adaptation va leur coûter 20 millions d'euros entre les tentes en prêt qui vont manquer et les locations d'hébergement dont le prix va flamber. Ils demandent donc de l'aide pour les aider face à ces adaptations pour lesquelles on n'a pas du tout tenu compte de leur avis. Et pour évoquer ces changements de rythme scolaire de manière plus globale, nous accueillons le psychopédagogue Bruno Humbeek. Bonjour. Bonjour. Alors ça fait longtemps qu'on parlait de ces changements, on saute le pas. D'après vous, c'est une bonne chose? C'est une bonne chose et c'est une petite révolution, parce qu'effectivement, on a toujours organisé le rythme scolaire autour des préoccupations des adultes. Dans un premier temps, c'était une préoccupation professionnelle pour faire les champs, les vendanges, etc. Ce qui explique que ces vacances, c'était essentiellement entre le mois de juillet et le mois de septembre. Logique pour cette époque-là. Voilà. Et puis il y a eu les loisirs à partir de 1960 et ce sont les loisirs des adultes qui ont fixé le tempo scolaire. Et ici, on a pour la première fois un aménagement du temps scolaire autour du temps de l'enfant et de l'intérêt de l'enfant. Et justement, au niveau de l'intérêt et surtout aussi de l'apprentissage scolaire, puisque c'est de ça aussi dont il est question, est-ce que c'est plus favorable d'avoir ce système-là? Est-ce qu'on a l'expérience d'autres pays? Alors c'est très clair, par exemple, que diminuer le temps des grandes vacances. Il faut savoir que les grandes vacances, on perd à peu près 15% des acquisitions. Et donc plus vous réduisez ce temps, moins vous avez la nécessité de mettre le mois de septembre, par exemple, uniquement consacré à la révision, à remettre les acquis en mouvement. Donc diminuer les grandes vacances, c'est une bonne chose. Augmenter aussi les petites vacances, qu'on appelle maintenant les vacances d'automne et de printemps, c'est aussi une bonne chose parce qu'on sait que la première semaine est utilisée pour diminuer le stress et la deuxième semaine pour s'installer réellement dans ces vacances. Donc ça a vraiment un double intérêt. Un troisième aussi, c'est d'avoir un rythme qui devient systématique, qui n'est plus lié par exemple au temps liturgique, le moment où Pâques peut tomber. On a clairement 6 semaines ou 7 semaines, 2 semaines de congé. Et donc il y a un rythme qui, au niveau de la chronobiologie, beaucoup plus naturel et qui est plus respectueux des apprentissages de l'enfant. Alors finalement, sans doute peut-être que les enfants s'adapteront plus facilement. Les parents vont devoir composer parce que c'est vrai que pour les stages et d'autres choses... Voilà. Vous avez raison de dire d'autres choses parce que c'est vrai que l'école est une institution qui s'intègre dans d'autres systèmes, dans d'autres secteurs. On a parfois eu l'impression pendant la pandémie que finalement c'était les structures économiques, par exemple, qui fixaient le tempo. Ici, c'est l'école qui fixe très clairement l'agenda et c'est aux autres structures à chercher à s'adapter. Alors c'est vrai que par exemple pour le secteur du tourisme, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Il va falloir réaménager un tourisme un peu différent. D'autres offres? Oui, cette période finalement qui est bougée de place, je vais dire, entre l'été et l'automne. Par exemple, vous avez une semaine d'automne, il est très clair qu'au niveau du tourisme, ils vont sans doute pas s'y retrouver de la même façon parce que l'eau est froide, parce qu'il n'y a pas de neige en montagne et que la campagne est plutôt jaunâtre et difficile à fréquenter. Donc on aura effectivement un réaménagement à faire. C'est là qu'il y a peut-être effectivement une petite secousse qui a été provoquée, un mini-séisme, parce que l'école fixe le tempo pour l'ensemble des secteurs et laisse très peu de temps
pour s'organiser, se réorganiser, y compris le secteur des transports. Et de manière générale, l'être humain n'aime pas le changement, ça le secoue dans ses habitudes. Et c'est une habitude qui est solidement ancrée, comme beaucoup d'habitudes en pédagogie, parce qu'on a l'impression que l'histoire de l'école, que l'histoire de l'enseignement fait qu'on vit les choses comme étant tout à fait naturelles. Et donc on a l'impression que ces 2 mois de vacances, c'était quelque chose auquel on ne pouvait pas toucher. Et le simple petit mouvement d'oser y toucher pour pouvoir simplement mieux respecter la chronobiologie, ça crée parfois une impression de séisme absolu. Les avantages pédagogiques sont clairs. Maintenant, effectivement, la discussion qui doit se faire autour de l'aménagement que chacun va faire. Hein. Je prends l'exemple même des décisions juridiques, quand il y a des droits de garde, etc. Tout ça va devoir être retravaillé. Et là, peut-être que 1 an, c'est pas beaucoup pour faire tout ce travail. Et donc, il y a peut-être un sentiment d'urgence qui crée parfois une impression un peu de secousse. Il ne faudra pas traîner. Merci en tout cas pour cette analyse, Bruno Humbeek. Et puis, je vous signale aussi le rendez-vous tout à l'heure avec Jeudi en prime. Maxime Prévost sera l'invité, le bourgmestre de Namur. Et c'est à voir juste après le JT de 19h30.